Et puis, c'était pas ma place. Ma place, elle est dehors, au milieu de la nature. Donc on a eu le loup, en 2021. C'était la première donnée officielle du loup dans le Rhône en 100 ans. Moi, mon truc, c'était la faune sauvage, depuis toute petite, donc ce qui était un peu compliqué en grandissant dans une ferme parce que forcément, moi, je voulais garder tous les animaux. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Face au vivant, il ne faut jamais douter de l'invisible. Voici ce que nous dit le forestier et philosophe Aldo Léopold. Mais à cela, Baptiste Morisot précise qu'il ne faut pas non plus fantasmer cet invisible. Il ajoute qu'il s'agit plutôt d'apprendre à enquêter sur cet invisible, à la fois pour le rendre intelligible et rendre notre action plus intelligente. C'est ce travail qui est mené par Floriane, cofondatrice de l'Asso Coab. Grâce à ses multiples connaissances du monde vivant, mais également une bonne dose de courage et de persévérance, Floriane a traqué le retour du loup et du lynx dans le Rhône. En 2021, elle parvient à capturer les premiers clichés du loup dans le Rhône, une première en plus de 100 ans. C'est cette histoire que je vous propose de découvrir aujourd'hui, celle de Floriane et de sa passion pour les grands mammifères d'Europe. Floriane est l'une des lauréates 2025 du prix Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher. Elle nous raconte son parcours et nous invite à découvrir son univers et son quotidien. Bonne écoute à vous. Ça y est, je viens d'arriver devant la ferme d'Olivier qui propose des produits, des vêtements à base de mohair et de cachemire. Je vais en savoir un petit peu plus dans quelques minutes seulement. Je suis arrivée ici dans le Beaujolais après 2 heures de route depuis Annecy. Je suis au milieu des vignobles et c'est assez vallonné. Je ne m'attendais pas du tout à ce type de paysage. Aujourd'hui, je vais rencontrer Floriane qui, grâce à Asso Coab, une asso qu'elle a cofondée avec Marc, traque le loup et le lynx sur le département du Rhône pour comprendre son comportement et surtout favoriser la coexistence de ces grands mammifères d'Europe avec le bétail, les éleveurs et nous, tout simplement. Floriane fait un travail absolument fantastique et je me réjouis d'en savoir un petit peu plus. Allez, j'y vais et je vous emmène avec moi. Je suis une petite fille d'agriculteur, donc j'ai une bonne connaissance déjà du monde agricole. Je suis née dans une ferme, j'ai appris à conduire sur un tracteur. Donc déjà, tout ce milieu-là était pour moi un petit peu inné et je ne me voyais pas, en tant que passionnée de la faune sauvage et notamment des grands carnivores, ne pas faire bénéficier un peu nos travaux de ce milieu-là. Donc le dossier de la coexistence, c'était pour nous le sujet principal, autant que la recherche scientifique sur ces 2 espèces. Donc pour en revenir un petit peu plus sur mon profil, je suis née dans le milieu agricole et je n'ai pas pour autant suivi une filière liée au monde vivant, même si c'est ma plus grande passion. Je suis partie faire des études en sciences économiques, sociales et politiques et en langues étrangères. Donc j'ai travaillé pendant plus de 10 ans sur des postes stratégiques du milieu de l'entreprise. Et puis, c'était pas ma place. Ma place, elle est dehors, au milieu de la nature. Et donc j'ai entamé une reconversion professionnelle en 2017. Et pendant cette reconversion, je me suis mis un petit défi, celui de parcourir le département du Rhône à pied. Moi, j'habite dans l'Ain, mais à proximité, je suis la dernière commune à l'ouest de l'Ain, donc à côté, j'ai le Rhône. Et c'était un département que je connaissais, mais pas en détail. Donc j'ai passé 1 an à le parcourir et à me dire: «Oh là là, dans ces forêts, il doit y avoir du loup et du lynx». Donc comme ça faisait pas mal d'années que je suivais le retour du loup, depuis les années 90 dans le Mercantour, je me suis dit: «Un jour, il sera peut-être là». Donc donc je me suis un petit peu renseignée sur le dossier loup et lynx et en 2019, j'ai commencé mes premières recherches
Alors, il faut savoir aussi qu'en 2019, j'ai créé mon entreprise de photographie. J'étais une grande passionnée de photos. Je suis toujours une grande passionnée de photos. Donc, j'ai mêlé un petit peu tout ce parcours de reconversion à rechercher la présence des grands carnivores sauvages en 2019. J'ai commencé par rechercher d'abord le lynx et puis progressivement, je me suis dit que peut-être qu'on trouvera le loup en premier. C'est ce qui est arrivé. En 2021, j'ai fait la connaissance de Marc, mon équipier, qui faisait un petit peu la même chose de son côté sur son temps libre, comme il est retraité. Et on a joint nos efforts et créé AssoCoab, une fois qu'on avait de notre côté amassé pas mal d'indices de présence de ces deux espèces. Donc on a eu le loup en 2021, c'était la première donnée officielle du loup dans le Rhône en 100 ans. Et puis on a entamé assez vite fait le dossier coexistence avec les premières déprédations forcément, puisque les éleveurs n'étaient pas préparés. Donc ça nous a permis un petit peu de mesurer l'impact aussi de l'importance du dialogue auprès des éleveurs. On va revenir sur cette notion de coexistence un petit peu plus tard. Ce que je voulais comprendre, c'est comment est-ce qu'on en vient dans les années 1990 à s'intéresser à ce retour du loup dans le Mercantour, à le traquer, voilà, et à attendre son retour ici dans le Rhône. D'où te vient cette passion pour le monde vivant, pour la faune sauvage et ces grands mammifères d'Europe? Alors, peut-être un peu de folie. C'est vrai que quand tu relates les choses comme ça, entre le Mercantour des années 90 et attendre 2021 qu'il arrive et avoir le premier cliché du loup dans le Rhône, il faut un brin de folie. Ou de passion, peut-être que les deux sont mêlés. Donc, comme je te disais, je suis petite fille d'agriculteur et je suis fille de botaniste. Donc, la passion du vivant, je suis vraiment, moi, tombée dedans. Hein. Et puis, moi, par contre, mon petit truc, ça a été la faune sauvage. Là où mon grand-père était... un agriculteur passionné aussi de son métier, éleveur de toute espèce, bovin, caprin, ovin et basse-cour, bien sûr. Mon papa, lui, c'était tout ce qui était culture maraîchère, horticole et botanique et maladie des végétaux aussi. Moi, mon truc, c'était la faune sauvage, depuis toute petite. Donc, ce qui était un peu compliqué en grandissant dans une ferme, parce que forcément, moi, je voulais garder tous les animaux. Et puis, je me suis très, très vite passionnée pour ce que j'appelle les mammifères sociaux. Les mammifères qui vont fonctionner en groupes familiaux. Donc, je me suis autant passionnée pour le loup. Et puis, progressivement, je me suis passionnée pour le lynx. donc, qui est un animal un peu plus solitaire. Voilà comment j'en suis un petit peu arrivée là. Donc, dans les années 90, moi, j'avais une dizaine d'années quand le loup a fait son retour. Et je me suis dit, un jour, il sera chez moi. Donc, j'ai mené mes premières investigations, recherche de terrain. On est tombé sur ce qu'on appelle nous des fesses, donc des excréments type loup et des empreintes. Et là, on s'est dit, ça se rapproche, ça se rapproche. Donc tu le disais, toi, tu étais à l'affût, c'est le cas de le dire, où tu sentais que le loup allait revenir dans le Rhône. Et là, matériellement, comment ça s'est passé? Tu as vraiment pris un carnet pour faire des relevés, une loupe? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Un jour, je me suis dit, bon, il y a un moment donné, il faut se lancer. Hein, c'est-à-dire qu'il faut aller dans la forêt et chercher des indices de présence avant de pouvoir éventuellement avoir un cliché. Donc, concrètement, ça se matérialise comment? C'est déjà, la forêt, la nature, c'est grand. On commence par où? Donc, ça a été pour ça le fruit de 2 ans de travail de recherche en amont pour cibler des secteurs que l'on jugeait plus pertinents, en tout cas qu'on l'on jugeait plus pertinent avec Marc. Une fois qu'on a répondu à la question où chercher, la question c'est qu'est-ce qu'on recherche? Donc là, on a dû définir un petit peu notre méthodologie scientifique. Première chose, une fois qu'on avait fait toutes nos recherches bibliographiques, c'était d'aller à la rencontre des gens et de leur poser des questions pour savoir alors, est-ce que vous avez vu bonjour, est-ce que vous avez vu un lynx? Je raccourcis, mais l'idée était un petit peu ça, c'était de savoir, de prendre un petit peu le bruit de fond du territoire et de savoir s'ils avaient entendu parler de la présence du loup ou du lynx sur le territoire. Alors pour le loup, non. Pour le lynx, oui. Et puis donc on a aussi été à la rencontre des éleveurs, savoir si ça leur parlait cette thématique, est-ce qu'ils en avaient entendu parler. Donc au début, c'est vrai qu'ils nous ont un peu regardé avec des grands yeux, genre mais le loup, le lynx, c'est dans les Alpes ou dans le Jura, mais pas ici. Donc, on a fait après un autre travail qui s'appelle des études, des relevés ichnologiques. Donc, l'ichnologie, c'est la science qui étudie les traces laissées par les êtres vivants. Ça nous a amené à travailler et à maîtriser l'analyse d'empreintes. Au début, c'était pas inné. Hein. On a appris ça vraiment par nous-mêmes sur le terrain. Et puis ensuite, collecter de l'ADN via excréments. Et après, faire partir toutes nos analyses. Donc, une fois qu'on
qu'on a réussi à trouver les premières empreintes, relever les premières fesses, on s'est dit ça y est, on tient quelque chose de concret. C'est là en fait qu'on a pris la décision de créer AssoCoAb en se disant toute notre préétude commence progressivement à se valider. Maintenant, il faut que ces données puissent servir à la recherche scientifique et aussi au dossier de la coexistence. Et donc, on a créé AssoCoAb ainsi le 6 avril 2021. Et le 10 avril 2021, donc 4 jours après, on avait le premier loup en vidéo. C'était un signe comme pour nous dire c'est bon, continuez. Et donc toi, tu as cette envie de les identifier, de savoir qu'ils sont présents sur le territoire. Et tu le disais au tout début de ta présentation, et c'est très fort chez toi, de les faire coexister. Coexister avec d'autres bêtes, avec des troupeaux, coexister avec finalement les besoins de l'élevage tels qu'on les connaît aujourd'hui en France sur nos territoires. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par cette coexistence et comment est-ce qu'elle peut se matérialiser aujourd'hui ? De par mon parcours initial en sciences économiques, sociales et politiques, et j'ai aussi fait de la sociologie de la nature, du coup, je me suis aperçue que ce que l'on appelle la coexistence, c'est quoi ? Au final, c'est la coexistence entre la présence d'espèces et les potentiels dégâts sur des économies. C'est ça, en fait. Comment on peut gérer, d'un point de vue financier, la présence d'espèces. Alors, ça peut être soit une acceptation par rapport à une activité économique ou alors par rapport à une activité de loisir aussi. Donc, ce dossier-là, il est là. Donc, au final, la coexistence, pour moi, elle est essentiellement entre acteurs et utilisateurs de la nature. Parce que d'un point de vue scientifique et biologique, la coexistence entre les espèces, on n'a pas besoin que l'homme soit ici pour qu'elle existe, c'est quelque chose qui se fait naturellement. D'autant plus que la présence de ces espèces sur les écosystèmes a un impact plus que favorable. Donc pour nous, il y avait en fait ce besoin déjà de séparer deux choses. Le point de vue scientifique, d'un point de vue recherche, donc les étudier d'un point de vue génétique, connaître les lignées, quels sont les types de loups présents sur notre territoire. Et puis il y avait ce second volet lié à la coexistence entre ces espèces-là et finalement des activités économiques, puisque c'est ça. Pour qu'au final, un dialogue se crée, que les données scientifiques collectées permettent aux éleveurs, aux chasseurs d'améliorer leur connaissance de l'espèce, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une très mauvaise connaissance du loup et du lynx par le monde de l'élevage et aussi de la chasse. Plus on améliore la connaissance des gens sur un sujet, plus ils le comprennent et mieux l'acceptation se fait. Quand tu as commencé tes premiers travaux avec AssoCoAb, tu es allé à la rencontre d'éleveurs sur le territoire pour échanger avec eux, pour aussi entamer ce travail de sensibilisation. Comment est-ce que ça a été reçu ? Finalement, il y avait une certaine crainte, une appréhension du loup et du lynx, ou alors carrément peut-être une ignorance à propos de leur présence sur ce territoire ? En fait, c'est ce qu'on a constaté surtout. C'est en fait quand on a évoqué le sujet loup et lynx avec les éleveurs que l'on a rencontrés, je vais dire qu'à 99%, pour eux, la question ne se posait pas puisque le loup et le lynx n'étaient pas présents. En fait, il faut savoir que quand on a commencé nos recherches, les données officielles, donc de sources comme l'OFB, l'Office français de la biodiversité, si vous prenez la carte de 2019 du loup, il n'y a aucune donnée officielle dans le Rhône. S'il n'y a pas de données officielles, personne n'en parle. Et c'est là tout le problème. Donc, il faut attendre, en gros, qu'il y ait données officielles. Et très souvent, les données officielles, c'est des prédations, pour qu'on commence à en parler et évoquer la protection des troupeaux. Et nous, on s'est dit, c'est dommage, on suspecte, on va rechercher, on va faire tout le travail avant, c'est-à-dire rechercher, voir s'ils sont présents et commencer à aller voir un petit peu les éleveurs et prendre la température. Donc, comme pour eux, le sujet ne se posait pas trop, ils n'étaient pas spécialement pour ou contre. Pour eux, il y avait beaucoup un gros manque de connaissances et d'informations à ce sujet. Donc, ça a été de déjà leur en parler et de voir en effet qu'est-ce qu'ils pourraient déjà mettre en place en cas de soucis demain. Et puis, progressivement les accompagner quand les premières prédations sont arrivées.
Donc toi, ta vision, c'est pas du tout d'exterminer les loups ou les lynx, c'est de les préserver dans ce milieu qui est le leur, de préserver cette faune sauvage, mais plutôt d'adopter une technique de prévention au sein des troupeaux et au sein des différents élevages. Quelles sont-elles, ces méthodes de prévention aujourd'hui, telles que tu les préconises ? Alors, en termes de protection des troupeaux, c'est très complexe parce que c'est pas, on n'a pas une baguette magique en disant bah, tu fais ça et t'es tranquille, tu verras. Non, ça serait trop facile. Déjà, il faut bien distinguer loup et lynx en termes de protection des troupeaux. On va dire que le lynx représente quand même un plus faible risque de prédation, déprédation sur troupeau. Donc, en général, ce qu'on dit aux éleveurs, c'est si déjà tu es protégé contre les loups et les attaques de chiens, t'es généralement tranquille avec le lynx. Donc, pourquoi ? Parce que le lynx, il est moins téméraire, c'est moins dans son comportement. Déjà, ce sont deux espèces qui chassent différemment. Le lynx est un chasseur d'affût. Hein. Il va attendre, guetter sa proie, lui sauter dessus et hop. En gros, il va faire en sorte que lorsqu'il entame un acte de prédation, il soit sûr qu'il va réussir. Voilà. S'il y a un faible risque, en général, il tentera pas forcément. De plus, par sa constitution, il n'est pas fait pour courir longtemps. Son cœur ne lui permet pas. Contrairement au loup, qui est ce qu'on dit souvent un marathonien, donc un chasseur à court, lui, il est capable de poursuivre sa proie très longtemps, même si, d'un point de vue stratégique, parfois, il peut louper, c'est pas grave, il va tenter. C'est ce qui fait que parfois, il va se rapprocher des troupeaux et analyser, regarder la faille, chercher par où il peut passer. Et on va dire, c'est pas du tout la même psychologie, si j'ose dire, de la prédation. Donc, c'est pour ça que je dis, si on est protégé contre le loup, en général, on est plutôt protégé contre le lynx. Les stratégies, elles sont assez diverses et variées. Déjà, prendre en considération les contraintes de l'éleveur, c'est très important. Comment il travaille, quelles sont ses possibilités en termes de moyens financiers et humains aussi pour faire face à la prédation, quelles alternatives on peut lui proposer aussi. Ensuite, ça va être tout ce qui va être, s'il y a une prédation, c'est rentrer le troupeau. Mais déjà, voilà, rentrer en cas de prédation, ensuite voir ce qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'il faut mettre un parc de nuit électrifié ? Est-ce qu'on a besoin de chiens de protection ? Voilà, il y a vraiment toute une analyse au cas par cas à faire avant de proposer à un éleveur des solutions que l'on peut lui adapter. Quand on a un risque de prédation chez un éleveur ou qu'on a un nouvel éleveur qui nous contacte, déjà, on va se rendre sur place, faire le tour de son installation pour voir les moyens existants. Et lui dire bon là tu vois, regarde, le loup il passe assez facilement parce qu'en effet le loup il va chercher à passer assez facilement. Donc c'est voir avec lui déjà ce qu'il y a d'existant et ensuite ce qu'on peut facilement mettre en place, parce que c'est toujours pareil sur le loup, ça va un petit peu dépendre de ce que l'on appelle le cerclage et des dossiers qu'il peut déposer pour acquérir de nouveaux moyens de protection. Donc on est obligé de prendre ce cadre réglementaire et financier en compte aussi dans l'accompagnement de nos éleveurs. Et en fonction, par rapport à nos connaissances de l'espèce, dire là, fais attention, là, c'est OK. Enfin, voilà, on essaie d'adapter vraiment le cas par cas. Oui, pour que vraiment ce soit, en fonction des spécificités de chaque éleveur, assez pertinent, en fait. C'est ça. On ne peut pas leur dire tous la même chose, ce ne serait pas cohérent. Celui qui va rentrer chez ses chèvres tous les soirs en bergerie n'aura pas les mêmes problématiques qu'un éleveur ovin en plein air qui fait de l'allotage parce qu'il fait de la sélection génétique. Donc, c'est vraiment prendre en compte chaque cas de figure. On a l'exemple, on a un éleveur ovin qui fait de l'allotage, donc c'est pas de lui dire mais un chien de protection dans chaque troupeau, ce qui serait compliqué pour lui à gérer. Quand il a 10 loups, ça voudrait dire quoi ? Avoir 50 chiens, j'exagère peut-être un peu, mais c'est pas gérable. Donc le truc, c'est de dire, quand tu es en allotage sur des secteurs pour lesquels on t'a déjà informé qu'il y a un risque, transmets-moi les coordonnées GPS, et moi, comme ça, je sais que je peux faire une ronde un peu plus précise sur ce secteur et voir si en effet il y a un risque ou pas. Donc on essaie de vraiment travailler comme ça. Vous travaillez main dans la main avec les éleveurs. Donc nous, on est éleveurs de chèvres angora et de cachemire dans le Beaujolais. On a à peu près 200 chèvres, une centaine de chèvres angora, une centaine de chèvres cachemire. Et l'approche, c'est d'élever les chèvres pour les tondre et transformer en fait la laine en produit fini. Donc que ce soit des écharpes, des plaids, des couvertures, tout ce que vous voulez. La ferme d'Amalthée a été créée il y a 18 ans.
par moi-même après un projet de reconversion en hors-cadre familial. Et donc là, on voit qu'il y a 2 ânes qui gardent le troupeau, c'est ça ? Donc, ouais, tout à fait. Donc, on a eu une attaque de loups il y a 2 ans, en mars 2023. Et c'est là qu'on a mis en place quelques modes de protection des troupeaux. Donc, ça passe par ou les vaches Highland ou les ânes. Des chiens de protection aussi. Et toute la relation qu'on peut avoir avec Florian, c'est de mieux apprendre et mieux comprendre comment cohabiter par rapport aux loups et aux lynx. Ouais, c'était la première fois, on n'était pas du tout préparé, on l'est toujours pas d'ailleurs. C'était quelque chose qui était très intrusif en fait dans notre vie. C'est un matin vous retrouvez trois chèvres éventrées. Derrière, sans le support de personnes comme Florian qui, avec leur connaissance, apportent quelque chose sur ce mode de prédation, en fait on est dans l'inconnu. Donc c'est vrai qu'on est très demandeur d'avoir des informations, de comprendre le mode de fonctionnement du loup et du lynx pour derrière adapter notre mode de pastoral. Pour moi, le loup, alors on savait qu'il y avait du lynx. Alors nous, l'approche du lynx, c'est que je savais qu'il y avait quelques bêtes qui, surtout ou une vieille ou des cabris qui pouvaient disparaître ponctuellement, et on disait que c'était potentiellement le lynx. Mais le loup, non. Pour moi, le loup, c'était plutôt dans l'arc alpin. On était loin de penser qu'il pouvait y avoir du loup dans les monts du Beaujolais. Après, dans le monde agricole, ce qui manque toujours, c'est ou les finances ou le temps. Et c'est vrai que l'activité agricole est quand même déjà une activité qui est complexe. Nous, on a l'activité agricole, après on a l'activité de transformation et après il y a toute la vente en vente directe. Donc c'est vrai que l'un dans l'autre, tout le temps que l'on passe à protéger nos troupeaux, c'est du temps qu'on pourrait mettre ailleurs. Donc c'est vrai que de comprendre mieux le fonctionnement et de pouvoir anticiper en fait les choses, pour nous c'est hyper important. Et comment vous choisissez celles qui ont les clochettes ? C'est vraiment aléatoire. Ouais, hyper aléatoire. Hyper aléatoire. Après, le fait qu'elles aient des cloches nous permettent nous de savoir où elles sont, parce que ça reste des chèvres, donc la sortie de pré peut arriver. Donc quand elles sont en pleine forêt, pleine montagne, on sait à peu près où elles sont. Et après. L'approche, c'est on essaye d'en mettre parce que je trouve que c'est aussi très joli d'entendre les cloches. Sur les vaches Highland, on a mis des grosses cloches des Vosges. Voilà, donc l'approche, elle est de garder un côté pastoral qui nous permet, nous, d'avoir un niveau sonore qui nous permet de savoir où sont les chèvres ou les vaches. Et il y a un côté un peu folklorique qui est sympa. Oui, parce que là, on le voyait, mais elles peuvent sauter plus de 1 mètre, 1,20 m très aisément, en fait. Clairement, et c'est la problématique que nous, on a avec le plan loup et les aides. C'est que c'est très bien d'être aidé, on va surtout pas cracher dans la soupe. Cependant, à des moments, c'est pas en adéquation avec nos modes de fonctionnement. Il faut savoir qu'en fait, on est aidé sur les clôtures. Alors déjà, nous, les clôtures, on en a sur 50 hectares, on a des kilomètres et des kilomètres de clôtures. Et l'autre problématique qu'il y a, c'est qu'on est financé sur des clôtures qui font 80 ou 90 cm. 90 cm pour une chèvre, c'est rien du tout. Voilà, donc ça peut permettre potentiellement, entre guillemets, au loup de ne pas passer, ou au lynx. Mais derrière, nous, nos chèvres, elles peuvent sauter 1 mètre, 1,40 m. Donc derrière, c'est pas en adéquation. Quels sont les impacts aujourd'hui positifs de la présence de ces mammifères dans le Rhône, par exemple, ou dans le département du Rhône, ou même ailleurs, mais voilà, sur nos terres ici en France, quels sont les impacts et les bénéfices d'avoir des loups, des lynx qui sont de retour par ici ? Alors le retour, on va dire, de la présence de prédateurs sur un territoire est toujours une bonne chose. Et la présence de
différentes espèces de prédateurs sur un territoire est encore une meilleure chose. Alors, je m'explique, on dit souvent s'il y a alors, plus de lynx, moins de loups. C'est souvent ce qui se dit. Pourquoi ? Parce que loup et lynx vont coexister sur un territoire et ils vont s'autoréguler. Voilà, donc déjà, quand on a plusieurs prédateurs, c'est souvent une meilleure chose que d'en avoir un seul parce qu'il n'a pas de concurrence à son échelon si ce n'est l'homme. Ça, c'est une chose à prendre vraiment en considération. Donc, on a ces interactions-là qui sont très intéressantes. Et puis, il y a l'impact que l'on essaye de mesurer sur... Alors, chez nous, on a essentiellement que du chevreuil. On n'a pas de chamois, on n'a pas de cerf. Donc, quel est l'impact sur la faune sauvage ? Nous, dans le Rhône, on n'a pas une présence lupine très forte. On n'est pas sur l'arc alpin. En tout cas, on n'a pas mesuré une dépopulation du chevreuil. On a constaté en revanche que les animaux sont plus vigilants. Mais ça, on s'en aperçoit aussi pendant la période de la chasse. Donc en fait, la présence de prédateurs, hommes, loups, lynx, j'aime bien mettre l'homme aussi, parce que c'est un prédateur naturel, il ne faut pas qu'on l'oublie, va forcément modifier le comportement des espèces dans une forêt, et notamment du chevreuil, augmenter sa vigilance. Peut-être ils vont se regrouper un petit peu plus l'hiver, voilà. Mais on travaille également avec l'ONF, on n'a pas mesuré un impact ou des dégâts sur les forêts du fait en fait, de plus gros regroupements de chevreuils dû à la présence du loup ou du lynx. Ok. Donc aujourd'hui, on a plutôt un regard positif, nous, et favorable, bien sûr, à la présence de ces deux espèces. Donc finalement, c'est aussi des idées reçues qui circulent. On a grandi quand même avec une image, surtout du loup. À la limite, le lynx est perçu peut-être comme mignon dans les imaginaires collectifs, mais le loup a été quand même assez diabolisé. Donc ça persiste encore aujourd'hui. Ces deux espèces ont été extrêmement diabolisées. Après, il faut un petit peu revenir sur le loup. Le loup, aujourd'hui, qui fait son retour sur le territoire français, n'est pas le loup qu'on a exterminé. Il y a un gros écart de taille et de poids. Sinon, avant, on était sur plutôt un loup gris de 60-70 kilos. Il y avait une population qui atteignait quasiment 10 000 individus. Aujourd'hui, on n'est même pas 1000. Et aujourd'hui, le loup qui est présent, on est sur la lignée essentiellement italo-alpine, donc Canis lupus italicus, qui est un loup qui max fait 35 kilos. Et puis, oui, ça a été diabolisé. C'est très compliqué de faire marche arrière parce qu'on a des archives, mais c'est très dur d'étudier toutes ces archives. Il y en a qui le font très très bien, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il se passait au XVIIe siècle. Je pense que le loup parfois avait bon dos. Peut-être un moyen de se débarrasser de la belle-mère assez facilement, mais de dire c'est le loup qui l'a mangé. Enfin bon, après voilà, on va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais il y a eu cette extermination des idées, un imaginaire à l'époque. Voilà, le loup était une espèce diabolique, un monstre à abattre. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas aussi, c'est pas une espèce aussi diabolique qu'on le pensait. Le lynx a quand même souffert aussi d'une mauvaise image et dans certains départements est extrêmement braconné. Il faut pas non plus l'oublier. Mais du fait qu'il représente moins de soucis sur la protection des troupeaux et sur les prédations, bon, il est un peu moins dans le collimateur. Bon, après, il y a certains secteurs où le lynx fait des dégâts, faut pas le négliger. Mais il y a beaucoup, enfin nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a une grande méconnaissance de ces animaux et de ces espèces, mais aussi bien du grand public que du monde agricole ou de la chasse. Donc je crois qu'il y a un gros travail à faire aussi de sensibilisation sur ces espèces. Je me rappellerai toujours, même en parlant du lynx, on m'a dit ils vont venir manger nos enfants dans la cour de l'école. Donc il y a vraiment des idées à déconstruire. Enfin, on essaye de faire ce travail-là, d'apporter des données factuelles. Le but de nos démarches, c'est d'être neutre et dans le factuel pour ne pas sombrer dans le débat des passions. Ce qui est très important quand on doit discuter avec différents acteurs. Si vous parlez de votre point de vue, de votre émotion, vous allez plus facilement être dans un débat, on va dire, houleux avec quelqu'un qui ne va pas percevoir le dossier de la même façon. Mais si vous apportez des chiffres, des faits, que vous avez des éléments concrets, c'est plus facile déjà de dire regarde, ah mais oui, je ne le savais pas. Oui, vous restez basé sur ces faits scientifiques, sur vos recherches, vos relevés. Et justement, je voulais qu'on revienne sur les différentes missions de Asso Coab. Donc, tu le disais, il y a un grand travail de recherche.
avec une méthodologie scientifique, vraiment accumuler les preuves, les indices. Donc vous avez, tu me montrais, hein, mais voilà, autour de nous, des dizaines de pièges photos qui sont répartis un petit peu partout. Vous traquez aussi les empreintes. On travaille avec une cinquantaine de pièges photos sur le département. On a une convention avec le département du Rhône qui nous permet de poser nos caméras sur les forêts départementales. Et ça, c'est déjà d'une grande aide. Donc, on travaille en collaboration avec l'ONF et avec l'OFB, l'unité régionale Pôle Grand Prédateur et le réseau Loup Lynx, où là, le but est de collecter la donnée génétique. Alors, on fait aussi nos propres analyses, hein, mais donc, on apporte de la donnée pour un peu mieux savoir quelles sont les lignées présentes sur le territoire. Et concernant, donc là, c'est pour le loup, et concernant le lynx, on travaille avec la SFEPM sur l'analyse du régime alimentaire du lynx, justement pour un petit peu déconstruire toutes ces idées, notamment sur le lynx, un chevreuil par semaine, comme s'il ne mangeait que ça, ce qui est strictement faux, hein. Le lynx va manger du blaireau, du chat forestier, du renard, du chat domestique, mulotté, enfin voilà. Son régime est quand même plus varié qu'on ne le pense. Donc on a cette partie-là. Et puis, donc, tout ce qui va être recherche d'indices de terrain, bien sûr, méthodologie pour reconnaître les indices, etc., quoi. Toutes ces données, vous les consignez après et vous les mettez aussi à disposition de ces différents organismes ? Alors oui, en fonction un petit peu des questions qui peuvent se poser, des orientations. Alors nous, on a déjà nos propres orientations en termes de programme de recherche, ce qu'on juge pertinent de traiter ou pas, comme là en ce moment, on est en train d'ouvrir sur le chevreuil. Et après, en fonction, oui, le but, c'est d'établir des partenariats. Après, il ne faut pas oublier qu'on est une petite asso, 100% bénévole, et que jusque-là, autofinancé. Donc, et vous faites déjà un travail absolument un travail énorme, colossal. Et voilà, le but est aussi derrière, à terme, de pouvoir plutôt répondre à des appels à projets sur des questions qui se posent et de pouvoir valoriser tout ce travail-là, pas qu'il ne reste en fait chez nous comme ça, dormant. Voilà. Et vous avez aussi une mission de sensibilisation que vous endossez pleinement, puisque tu peux être amené à dispenser des conférences, à partager l'information auprès des éleveurs, auprès des chasseurs aussi. Ça, c'est quelque chose qui te tenait à cœur aussi, une fois que tu avais collecté toutes ces infos, de les retransmettre et de faire aussi cette partie pédagogique peut-être de ton travail ? Oui, tout à fait. C'est un peu la boucle est bouclée quand on arrive à faire des conférences et de partager nos données. Donc, c'est ce que je faisais. Il y a ce travail avec les éleveurs, puis il y a le grand public. Et pour nous, c'était tout aussi important que chacun puisse être informé sur ces deux espèces-là, sur son territoire. Parfait. Cette année, tu es l'une des lauréates du prix Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher. C'est une dotation de 10 000 € qui va vous permettre, c'est ce que tu expliquais dans ton dossier, d'acquérir de nouveaux pièges photos. Qu'est-ce que ça va vous permettre de réaliser au sein de l'association, cette dotation ? Et pourquoi est-ce que c'était important pour toi aussi, peut-être que ton travail soit reconnu par une fondation telle que celle-ci ? Oui, tout à fait. En fait, déjà, il y a ce sentiment, alors, quelle émotion de joie, de sentir enfin que nos travaux, nos recherches sont reconnus et, et validés quelque part auprès de fondations, surtout comme celle d'Yves Rocher. Donc c'est vraiment pour nous quelque chose d'extrêmement positif et valorisant. Et puis c'est quand même notre premier vrai soutien financier, donc c'est pas rien. Ouais, c'est super. C'est plutôt chouette. Donc la question concrète de ce que cette dotation va nous permettre, bon, quand tu regardes la forêt, tu vois qu'il y en a partout. Et au final, quand tu dis 50 pièges photos, quand tu regardes toute l'étendue, ça représente quasiment rien. Et pourtant, 50 pièges photos, c'est énorme en travail. Il faut les poser, donc ça veut dire tous les frais de déplacement, tous les frais de maintenance aussi de chacun des pièges, qui aujourd'hui sont supportés par nous-mêmes. Oui, parce donc que déjà, tu rayonnes, on ne l'a pas dit, hein, mais sur tout le département du Rhône. Et on peut être amené à aller aussi sur d'autres secteurs, selon les sollicitations que l'on a. Donc déjà, 10 000 €, ça va nous permettre de continuer d'exister. Et ça, c'est pas rien. De continuer nos travaux, nos recherches, d'aller plus loin aussi, notamment dans le suivi du lynx, qui est un dossier très particulier sur sa génétique. Et là, pour le coup, suivre les individus, c'est vraiment très important pour collecter de la donnée génétique, mais aussi des analyses de comportement.
étudier un petit peu plus dans le détail les dynamismes qui s'opèrent sur des territoires comme le nôtre, qui sont aujourd'hui considérés comme front de colonisation. Donc là où on a un petit peu une plus-value, une carte à jouer, c'est que nous, on travaille sur un front de colonisation, sur un territoire géographiquement, géologiquement, qui est complètement différent aussi. Ici, on n'a pas de falaise. Donc ce que l'on a l'habitude d'observer dans le Jura pour le lynx, chez nous, n'est pas valable. Donc ça apporte vraiment une matière et une autre vision de l'occupation d'une espèce sur un autre territoire. Super. Vous allez bientôt avoir une nouvelle recrue chez Alors, on l'a déjà. Coab. Vous l'avez déjà, mais elle n'est pas encore entraînée. Elle n'est pas encore entraînée. On commence. Déjà là, on a fait tout ce qui est éducation de base. Donc on parle de ta chienne. Donc on parle de Volt. Donc c'est un berger allemand issu de la lignée de travail, sélectionné auprès d'un éleveur professionnel pour des chiens qui partent généralement soit chez les pompiers en recherche de personnes dans les décombres et les avalanches, ou recherche de stupéfiants dans la police. Bon, elle, pour le coup, ça sera les cacas. Ce sera une autre vie. La pauvre, elle est peut-être mal tombée, mais c'est la recherche en fait d'excréments de loups et de lynx pour que l'on puisse collecter le plus de données possible et de matériel génétique. Voilà, donc on compte sur elle pour qu'elle soit d'une efficacité redoutable sur le terrain. Dans combien de temps est-ce que tu penses qu'elle sera prête? Alors là, on a un partenariat avec un parc zoologique pour avoir un peu plus de matériel, parce qu'en fait c'est ça, pour bien la former, il me faut du vrai caca, et il me faut des cacas issus d'individus différents et de degrés de fraîcheur différents aussi. Donc il faut quand même pas mal de choses. Donc là, elle va commencer progressivement, tranquillement, là je pense courant mois prochain, sa formation. Et ensuite, on verra combien de temps. En fait, on la forme nous-mêmes, donc on verra combien de temps ça va nous prendre. C'est notre premier chien, donc. Génial, ça, on va suivre ça de près. Et puis bien sûr, pour les auditeurs et auditrices qui voudraient suivre votre travail, je vais indiquer dans la barre de description les liens vers votre site, voilà, toutes les ressources. Est-ce que vous faites parfois appel à des bénévoles aussi ? Alors, le truc, c'est que faire appel à des bénévoles, c'est pas simple parce qu'il faut être formé sur la détection. Donc, ça demande un travail de formation qu'on n'a pas encore le temps de mettre en place. En revanche, on sollicite beaucoup d'informations. Donc, si des auditeurs nous entendent et qu'ils sont du département et qu'ils ont entendu ou qu'ils connaissent l'homme qui a vu la bête, c'est toujours intéressant de nous remonter. Ça, c'est déjà la première... j'ai envie de dire, c'est la première aide, mais c'est l'une des plus importantes que l'on ait. Les personnes qui nous transmettent un témoignage ou de l'information. Ça, c'est la première action à faire. Ouais, c'est la première action. Qui est primordiale. Après, il y a le soutien financier, mais bien sûr c'est autre aussi. Chose. Mais la première aide concrète, elle est dans juste. Ah bah oui, c'est vrai. Maintenant qu'on en parle, je connais quelqu'un qui a vu. Voilà, ça, c'est une aide considérable. Petite chose. Après, en effet, si certaines personnes veulent nous aider, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais on recrute. En fait, on a un processus un petit peu de recrutement assez, je ne vais pas dire strict, mais le dossier du loup et le dossier du lynx, ce n'est pas juste de la recherche scientifique. C'est travailler dans un contexte politique extrêmement fort. Vraiment. C'est quelque chose à ne pas négliger. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être amené à faire des réunions avec des préfets, travailler sur des questions vraiment politiques et réglementaires. C'est un sujet aussi sensible. C'est-à-dire que nous, nos données, on va collecter, on géolocalise nos individus. Donc, ça veut dire que quand on intègre quelqu'un, il faut qu'on puisse être sûr de la fiabilité d'une personne. Voilà. Donc, on est une asso aussi. C'est aussi un petit peu ce qui est délicat sur notre partie financière, c'est que c'est très compliqué de faire du membre. On n'est pas une asso où on va pouvoir avoir un bulletin d'adhésion facilement. Voilà. Parce qu'on est responsable des individus que l'on suit, on est responsable des données que l'on collecte et responsable aussi du fait qu'elles restent et qu'elles ne soient pas diffusées comme ça facilement. Voilà, c'est très important pour nous. Donc, c'est un paramètre à prendre aussi en considération. Et tu fais bien de le préciser, c'est vrai qu'on n'est pas allé sur ce terrain du politique parce que l'idée aujourd'hui, c'était avant tout de valoriser vos actions, mais c'est des sujets éminemment politiques, que ces sujets de protection de la faune sauvage, d'autant plus quand ça implique à la fois les chasseurs et les éleveurs, on s'en doute. C'est ça. Donc, et puis voilà, des décisions. C'est un dossier politique en fait qui se joue à l'échelle européenne et qui a des répercussions jusqu'au point de vue territorial et départemental. Nous, on fait partie du comité Grand Prédateur,
Donc ça veut dire qu'on est amené à siéger en présence de Madame la préfète, voilà, de discuter de tout ce que cela implique avec différents acteurs. C'est vrai que c'est des espèces que l'on suit vraiment dans un contexte politique, ce qui peut parfois être atypique, parce qu'on n'a pas cette considération, ce contexte sur toutes les espèces protégées. Donc voilà pour l'explication sur, sur le bénévolat et le travail que ça génère. Génial. Merci beaucoup, Floriane, de ton temps. Merci à toi. Et on ne pouvait pas rêver mieux comme cadre. C'est vraiment, vraiment idyllique. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que vous allez encore découvrir plein de belles choses dans les mois et années à venir et qu'on aura l'occasion, dans 5 ans, de réenregistrer un épisode avec de très, très belles nouvelles et découvertes à partager. À bientôt. À bientôt, merci aux auditeurs et merci encore à toi et au plaisir de te retrouver ainsi que ta communauté. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que le parcours de Floriane et les actions menées par Asso Coab vous auront inspiré autant que moi. Cet échange est un bel exemple de ce que je défends ici, chez Basilic, une écologie concrète, enracinée dans les territoires. Les actions menées par Floriane sont nécessaires. Elles contribuent à favoriser la coexistence entre toutes les espèces vivantes. Puisque, ne l'oubliez jamais, nous, humains, ne sommes qu'une espèce vivante parmi tant d'autres. Restez connectés pour découvrir les portraits des autres lauréates du prix Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous, à le partager et à laisser quelques étoiles sur votre application de podcast préférée. Vous retrouverez tous les liens vers l'association et les projets évoqués dans la description de l'épisode. Un grand merci à la Fondation Yves Rocher de leur confiance pour la réalisation de cet épisode de podcast. Et si le podcast vous inspire au quotidien, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter mensuelle pour recevoir les coulisses, mes dernières découvertes green et plein d'autres jolies choses. À bientôt!